3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Collet est avec nous, directeur adjoint de la gestion de DNCA et gérant obligataire Forever. Bonjour François, merci d'être là, je le précise parce que ça a son importance dans le contexte actuel. Andrew Etherington est à nos côtés également, le responsable de la gestion diversifiée d'AXA IM. Bonsoir Andrew. Bonsoir. Merci d'être là. Et Jean-François Robin, le directeur de la recherche de Natixis, nous accompagne également. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Parlons de l'Europe et de la zone euro. Jean-François, c'est le jour des publications. En quelques jours maintenant, la France a vu sa notation maintenue par quelques agences de notation. Tous les pays de la zone euro qui ont publié leur première estimation de croissance pour le premier trimestre ont sorti des chiffres supérieurs aux attentes. L'euro, le taux de change effectif nominal de l'euro est quasiment au plus haut historique. Bah oui, on a... J'essaye de dresser une image positive de ce qui se passe en Europe. Quand ils se présentent, ils sont pas légion. Non, mais on a bien cette surprise positive. Alors même nous, on faisait partie de ceux qui anticipaient ça. Et pourquoi on anticipait ça ? Parce qu'on a la confirmation quand même qu'un des énormes freins à la croissance est en train un petit peu de s'enlever, puisque c'était l'inflation. Il faut songer que on a eu les chiffres d'inflation tout à l'heure, qui sortent à 2,4. Donc confirmation qu'on est dans une désinflation beaucoup plus rapide que ne l'anticipait elle-même la BCE. Et donc il faut songer qu'elle a été divisée par 3 depuis un an. Et on était à 10,7 en octobre 2022. Donc on est à 2,4. L'objectif, c'est d'être à peu près autour de 2, d'être au-dessus de 2. Donc on y est quasiment. Et donc qu'est-ce que ça fait ça redonne énormément de pouvoir d'achat. Et on voit la consommation, c'est typiquement le cas en France, plus 0,4. On a la consommation qui revient, on regagne du pouvoir d'achat. Comme en plus on a négocié des salaires, on a des salaires réels qui commencent à être assez larges, assez intéressants en zone euro. Et donc la consommation partout en Europe, on parlait de la France, 0,2, l'Espagne 0,7. Et on a finalement une zone euro qui, on n'est jamais sous-estimer l'économie américaine et arrêter peut-être d'enfoncer l'économie européenne. À la fin, à chaque crise, elle s'en sort, quoi. Et de ça, c'est pas évidemment flamboyant. Non. Mais on voit bien que la consommation se tient. Et puis le deuxième moteur qui est le plus intéressant, c'est que finalement, avec comment ça va, cet effet cloche sur les conditions financières, on a les taux d'intérêt qui commencent à rebaisser et on a l'investissement qui est en train de repartir doucettement. Et on voit ça, typiquement des pays très manufacturiers comme l'Allemagne. Ça fait 3 mois qu'ils ont peut-être touché le fond quand même, avec une économie mondiale, avec les États-Unis qui ne ralentissent pas, la Chine qui a l'air de s'en sortir à peu près. Finalement, la big picture, elle n'est pas si mauvaise et l'Europe là-dedans fait plutôt moins pire que prévu. Et quand on regarde un peu devant, partant de ces chiffres qui confirment la vision que vous aviez chez Natixis, Jean-François, c'est-à-dire la demande finale intérieure, domestique, va être le moteur de la croissance pour la zone euro sur les prochains mois, les prochains trimestres encore ? Oui, parce qu'on voit bien que ce qui avait vraiment plombé l'année dernière, la consommation était plombée encore une fois par l'inflation. J'ai songé à toute cette épargne excédentaire qui avait encore tendance à augmenter. On parle de 3 points d'épargne pour la France. C'est pour donner des chiffres. On est sur des choses qui sont autour de 170 milliards d'euros disponibles qu'on garde un peu sous le matelas parce que on était obligé de se restreindre, de garder un peu, d'essayer de conserver son pouvoir d'achat. Vous savez, il y a toujours deux effets, Mundell et Pigou. Là, c'était plutôt un effet, j'essaie de conserver mon pouvoir d'achat en gardant de l'argent de côté. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Typiquement dans les prix ce matin, on voit les prix de l'alimentation. On changé, qu'on était à 17%, on a 1,7 aujourd'hui, on a les prix des produits frais qui sont même négatifs, évidemment ça vous donne de nouveau envie peut-être d'aller racheter des choses qu'on avait arbitrées l'année dernière. On a acheté moins de viande, moins de viande, moins de produits bio. On voit que le secteur s'en sort, on voit que le secteur de la restauration, l'alimentation s'en sort, et honnêtement, si on a notre scénario qui est de dire que ça va continuer, la consommation va bien se tenir. Ouais. Ça donne quoi à la fin de l'année ? Ça donne plutôt un chiffre, nous pour la France, on le voit à 1,1. D'accord. Parce qu'on aura l'acquis est à 0,5 là déjà pour la France et 0,3 pour la zone euro. Donc déjà on a fait la moitié du chemin. Donc honnêtement on se moquait un peu du gouvernement. On lui est pas mal tombé dessus avec le rapport sur la Cour des comptes. En fait le 1% il nous semble pas du tout impossible. Si en plus de ça on rentre un petit peu dans la technique, vous avez de l'investissement et si les taux commencent à baisser de la BCE en mois de juin, qui vont se transmettre à l'économie, l'investissement devrait même mieux se tenir en S2 qu'au S1. Et puis troisième élément encore plus technique, c'est ce qui plombe un peu la croissance au T1 paradoxalement.
paradoxalement, c'est les stocks des entreprises qui sont très impactés à ce premier trimestre. On peut imaginer tout à fait du restockage par la suite, si jamais en plus la conso se tient bien et l'investissement. Et à ce moment-là, nous, on a tourné un petit peu notre moulinette à 1,5. Hein. Alors, c'est pas notre scénario, on garde un truc prudent. C'est alternatif pour l'instant. Mais on peut tout à fait avoir quelque chose assez favorable. Et j'ajoute pour la France en particulier, c'est quand même compliqué d'imaginer que la consommation va baisser alors que les JO arrivent. On se compare avec une année dernière où il y avait la Coupe du Monde de rugby. J'imagine mal comment les JO peuvent être moins un moteur pour la consommation faite en France, pas seulement par les Français, et même surtout pas par les Français, mais par le reste du monde, moins bonne que ça a été pour la Coupe du Monde de rugby. Alors, je pense qu'on boira pas moins de bière et qu'on n'ira pas moins au resto et qu'on ne voyagera pas moins en Europe que l'année dernière, qui était une saison touristique, je le répète, record partout. Andrew, comment vous accueillez ces chiffres macroéconomiques là, sur le début d'année de la zone euro, sur le front de l'activité, avec également la dimension inflationniste ou désinflationniste qui va toujours dans le bon sens quand même, semble-t-il. C'est difficile à nier le positivité de Jean-François, je suis infecté là. Mais quelque part, on a une situation qui est plutôt inédite, où on a une croissance qui repart légèrement, on ne veut pas trop, et une inflation qui est restreinte et qui atteint les niveaux cibles. Donc on a tous les moteurs pour que, dans les mois à venir, on a un panneau plutôt positif pour les actifs risqués et on a envie de profiter de ça. Ouais. Et avec un peu de chance, on va aussi revoir un peu d'investissement un peu plus important en Europe de reste du monde. Ouais. Ce qui serait solitaire. On a vu quelques flux un petit peu depuis le début de l'année, mais rien de très important. Mais si on se remet dans la situation où on était début de l'année dernière, pas du tout pareil, mais les flux ils étaient importants. Ça peut être salutaire pour nos bourses. L'idée que la macroéconomie s'améliore en zone euro, que la BCE va pouvoir quand même procéder à quelques baisses de taux, on peut discuter du quantum, du rythme, etc. Mais ça place les actifs risqués européens, les actions européennes dans une meilleure position peut-être que d'autres marchés aujourd'hui en relatif, Andrew ? C'est que je crois que c'est nous, chez AXA, on n'est pas encore passé strictement positif sur l'Europe. On n'est pas sous-pondéré. On a encore un axe plutôt sur les États-Unis où il y a un différentiel. On peut peut-être parler tout à l'heure de divergence entre les banques centrales, entre les économies, mais c'est plutôt porteur pour les actifs européens. Oui. François, comment vous regardez effectivement ces chiffres zone euro et qu'est-ce que ça implique pour vous du point de vue des politiques monétaires de la Banque centrale européenne? Et puis effectivement, on est toujours dans cette idée d'une divergence quand même entre les États-Unis et la zone euro, malgré des bons chiffres en zone euro ce matin. Oui, alors divergence, je ne sais pas si elle est si marquée que ça quand on regarde les chiffres du premier trimestre aux États-Unis. Ouais. Alors, il ne faut pas oublier que les chiffres américains sont publiés en rythme annualisé, donc il faut les diviser par 4 si on veut les comparer aux chiffres américains. Pour faire simple, on était à 1,6. On fait 0,3 en zone euro, donc finalement on n'est pas si loin de ça. Même si on regarde les prévisions de croissance pour cette année, elles sont toujours largement supérieures aux États-Unis qu'en zone euro, mais c'est principalement lié à l'acquis de croissance qui est très négatif en zone euro et très positif aux États-Unis. Si on prend la croissance séquentielle fin Q4 aux États-Unis par rapport à Q4 2023 et en zone euro, l'écart est finalement assez faible. On est de l'ordre de 1,5% aux US contre 1,2% en zone euro. Donc on voit que finalement, cette divergence macro est plus si importante que ça. On a vu un redémarrage de l'économie américaine à partir du S2 2022. C'est un petit peu ce qu'on est en train de voir en zone euro. Oui, on a été très aidé par la désinflation. J'ai peur que cette désinflation soit derrière nous. Les chiffres qu'on a vus ce matin en zone euro enjolivent un petit peu la situation, dans le sens où il y a des petits phénomènes techniques, il faut toujours aller regarder dans les détails. Le week-end de Pâques est tombé au mois de mars cette année. En général, il tombe au mois d'avril. Donc, ce qui fait que l'inflation du mois de mars était sans doute les prix des billets de train, les prix des hôtels sont souvent un petit peu survalorisés lors de ce week-end. Donc, l'inflation était sans doute un peu surévaluée au mois de mars, sans doute un petit peu sous-évaluée au mois d'avril. On reviendra vers la tendance au mois de mai. Moi, quand je regarde les chiffres, je me pose la question de
pourquoi la BCE va baisser ses taux. Alors, elle va le faire, c'est sûr. Hein. Ouais. Ils nous l'ont suffisamment préannoncé pour devoir le faire. Mais finalement, ce que nous disait Christine Lagarde en début d'année, qu'elle sentait un frémissement dans la croissance européenne, se matérialise. Et pour vous, le point bas d'inflation, il est passé là, en zone euro? Ah non, alors sur le point bas d'inflation, on devrait faire techniquement aux alentours de 2%. D'accord. Mais ce sera un point bas technique qu'on va connaître au cours de cet été ou au cours du mois de septembre. Mais à partir de là, on doit revoir a priori des effets de base sur certaines matières premières qui pourraient redevenir moins favorables. Et donc une inflation en fin d'année entre 2,2 et 2,4. Et nous, notre analyse, c'est que les salaires sont toujours bien orientés, le marché du travail reste très tendu, et qu'avec des salaires bien orientés, ça veut dire des services qui continuent à printer sur des niveaux relativement élevés. Alors là, effectivement, les services ont été impactés par ces effets de saisonnalité sur les vacances de Pâques, mais je pense qu'on doit avoir sans doute cette pression qui reste un petit peu à la hausse sur l'inflation. Et qui limite les marges de manœuvre de la Banque Centrale Européenne. À partir de combien de baisses de taux est-ce que la BCE prendrait le risque de relancer vraiment la mécanique d'inflation en zone euro? Alors, c'est difficile quand on commence un cycle de baisse de taux de ne pas en faire deux. Jamais un sans deux, oui. Jamais un sans deux. Ça, oui. Donc, nous, ce qu'on anticipe a priori, mais encore une fois, on a le temps de changer d'avis beaucoup de fois d'ici la fin de l'année, c'est 3 baisses de taux pour cette année. Ouais. Je pense qu'avec 4 baisses de taux, si la BCE devait faire 4 baisses de taux, c'est clair qu'on commencerait à avoir un petit impact sur la croissance et puis un impact potentiellement sur le taux de change et potentiellement sur les salaires qui pourraient continuer à s'élever à un rythme, à se montrer à un rythme trop élevé et trop élevé. Et donc, ça veut dire que la BCE, finalement, pour nous, c'est plutôt 2-3 baisses de taux qu'on doit attendre pour cette année. Sauf accident majeur, ou événement exogène. Oui, il y a une limite à la capacité de la BCE à baisser ses taux aujourd'hui. Et à l'inverse, j'aurais presque tendance à dire que la Fed a presque plus de place pour baisser ses taux d'intérêt. Parce que la Fed, c'est vrai qu'on regarde, il y a un problème d'inflation aux États-Unis, mais l'objectif de la Fed, c'est pas le CPI. L'objectif de la Fed, c'est le PCE. Ouais. Il y a un point d'écart entre le CPI et le PCE. Ouais. Le PCE, on sera à 2,5% le mois prochain sur le PCE Core. Donc, je pense que la Fed, alors bien sûr, la BCE commencera avant la Fed, mais la Fed a aussi de la place pour baisser 2 à 3 fois ses taux cette année. Chose qui n'est pas pricée par le marché. Ah non. Et donc, ça veut dire qu'il y a des choses à jouer parce que c'est toujours intéressant de se confronter aux prévisions de marché dans notre activité. Bien sûr. Bon, effectivement, les mouvements d'anticipation étaient très forts, mais c'est vrai qu'il y a quelques mois en arrière, on partait dans l'idée que la Fed allait pouvoir baisser vite et fort ses taux, que la BCE allait suivre. Là, maintenant, on est dans un schéma où c'est la BCE qui va commencer. Peut-être qu'elle en fera moins que ce que le marché anticipe, mais vous dites, n'oublions pas que la Fed a aussi peut-être des marges de manœuvre de ce point de vue-là pour baisser ses taux. Bon, intéressant. Allons-y sur le match Fed-BCE. Combien de baisses de taux devant nous, qui commence, etc. Jean-François. C'est l'ancien qui est central qui parle, mais... La Banque Centrale Européenne, elle prend ses décisions pas en fonction de l'inflation d'aujourd'hui, mais dans ce qu'elle prévoit dans 12 à 18 mois. Dans 12 à 18 mois, l'inflation, selon la BCE, elle est sous les 2. Ouais. Nous, dans notre scénario, elle est à 1,8, elle est sous l'objectif. Donc, c'est pour ça que... On va pas reparler de risque déflationniste en 2025 ? Non, mais honnêtement, moi, si j'étais, ce qu'il faut faire, si j'étais à la place de Christine Lagarde, en fait, elle va pas évidemment le faire, mais il y aurait presque intérêt à faire un 50 points de base au mois de juin, passer le mois de juillet, attendre le mois de septembre. Mais faire 25 en juin et attendre le mois de septembre pour le faire, c'est pour ça que nous on rajoute juillet quand même, c'est qu'on est sur des conditions monétaires qui sont beaucoup trop restrictives aujourd'hui par rapport aux conditions. Il faut bien encore garder en tête qu'aujourd'hui, si la Banque centrale ne fait rien, avec une inflation qui baisse, les taux bien sûr, les taux montent. Et en plus, la Banque centrale, c'est pas comme si elle faisait rien. En même temps, elle est en train de retirer énormément de liquidités du système avec ce quantitative tightening, avec le non-renouvellement des TLTRO, avec demain probablement une remontée des réserves obligatoires. Donc elle a une politique monétaire qui est de plus en plus restrictive alors que l'inflation est en train de baisser. Donc ça commence un petit peu à poser problème. Alors pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, en plus, nous, pourquoi on pense qu'il n'y a pas d'inflation ? On pense qu'elle va continuer à baisser, même si évidemment les prix des matières premières, on a vu que le pétrole était un petit peu remonté, etc. Bon, d'abord, la crise énergétique, elle semble quand même largement passée.
peut se passer n'importe quoi. Le pétrole n'est jamais allé au 100 comme on nous le promettait aussi il y a encore les Cassandres. Et on est plutôt proche de ce que disait mon Joël Hancock, qui est de dire ça va spécialiste. pas. Voilà, nos spécialistes qui disent ça décolle pas du 90 parce que de toute façon, c'est maintenant complètement supply driven et ça ne bougera jamais de ça. C'est le break-even que vise à peu près tout le monde. Je reviens d'Arabie Saoudite. Ils veulent pas que ça baisse, mais en même temps, ils savent très bien que si ça part au-delà de 100, tout le monde va se jeter sur les voitures électriques et c'est fini. Bref. Donc le marché est contrôlé par le marché est contrôlé. Le cartel. Ça viendra sûrement pas des matières premières, ou en tout cas moins d'une guerre généralisée, mais à ce moment-là, on est dans un scénario plus déflationniste. Il n'y a pas que le pétrole dans les matières premières. Et bien justement, j'y viens. Et on voit bien qu'il y a une normalisation des prix de l'alimentation. Et quand on voit les prix des services qui baissent d'ores et déjà aujourd'hui, on peut penser que le prix des services, c'est un bon proxy, notamment des salaires. Et quand nous, on suit ça avec les wage trackers qu'on a, on utilise les mêmes que la Banque Centrale Européenne et on a les nôtres, quand on voit les indicateurs avancés du marché du travail, l'intérim, le nombre de jobs, la difficulté à recruter des entreprises européennes, on parlait des résultats de Stellantis. Stellantis, par rapport à l'année dernière, typiquement, c'est 1,5 point de hausse de salaire de moins. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Europe avec l'inflation qui baisse, les négociations salariales perdent un mois tous les trimestres, quoi. Donc, on n'a pas du tout cette boucle prix-salaire qui permettrait de justifier une inflation qui reste sticky. En plus de ça, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que comme là, en ce moment, les salaires ont augmenté et que l'inflation baisse plus vite, on a des salaires réels qui montent. Et pour autant, les prix à la consommation ou les PPI baissent beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on a des comportements de marge et qu'aujourd'hui, les entreprises sont en train de revenir un peu sur tout ce qu'avait été un peu l'histoire de 2021-2022, qui était que les marges augmentaient et on transmettait les hausses des prix aux consommateurs. C'est un constat qu'a dressé la BCE lors de sa dernière communication. Et donc, nous, quand on a fait de la modélisation, en fait, on dit on peut même avoir... Qu'est-ce qui se passe si on baisse 3-4 fois les taux en zone euro ? Mais aujourd'hui, nous, on a sorti une étude sur le taux neutre. Le taux neutre de la BCE, il est probablement proche de 2. Donc, d'être une politique monétaire neutre, c'est pas baisser 2-3 fois. Ils vont pas le faire, évidemment. On est sur une banque centrale européenne, on est sur Christine Lagarde, donc ça va être 25 BP. On va faire data dependent, meeting by meeting. Ça va aller tout doucement, mais honnêtement, la BCE, elle va jusqu'à 3, puis 2,5. C'est un cycle de baisse des taux qui va se poursuivre en 2025. Comment vous regardez cette histoire de divergence, comme vous dites, Andrew, les frictions que ça peut générer sur les marchés obligataires, sur les marchés de devises également, et est-ce que le marché est allé un peu d'un extrême à l'autre, considérant que la Fed, aujourd'hui, peut-être, ne baissera pas les taux en 2024 ? Clairement, en début d'année, comme on avait dit quand on s'était vu en janvier, même encore en mars, ça a été exorbitant de la marché d'attendre cette baisse des taux de cette année de la Fed. Quoi qu'il arrive, on regarde, si on se réveille aujourd'hui, on regarde l'économie, même 3 a l'air un peu excessif. Mais je crois que dans l'ensemble, c'est une question de gradualisme. Une banque centrale ne veut pas avoir des chocs, veut avoir le temps que l'économie s'ajuste à des conditions changeantes. Donc, ce que ce soit pour la devise, je crois qu'on a vu un peu de faiblesse de l'euro, plutôt de force du dollar. Si le BCE va baisser en premier, ça va poursuivre, probablement. Je ne suis pas sûr que c'est encore baissier euro, là ? Oui. Et pourquoi pas ? Je ne sais pas. C'est graduel. Si ce n'est pas un choc pour les entreprises, avec le baril qui a l'air plutôt contenu à ces niveaux actuels, pourquoi pas ? On a le temps d'ajuster. Ça serait une autre force, une autre positive, surtout pour les économies européennes qui peinent dans leurs exports. Après, le marché a considérablement réduit le nombre de baisses de taux de la Fed, tout en maintenant quand même les anticipations du côté de la BCE. L'euro s'est pas effondré à la parité pour autant, de ce point de vue-là, Andrew. Non, tout est graduel. Il y a une certaine crédibilité dans ce cas-là. Pour le BCE, peut-être, on avait plus vu vos prévisions que la croissance allait repartir un peu plus vite que d'autres avaient attendu pour l'Europe. Mais c'est plutôt un scénario très positif. Mais sur le taux de change, pour aller dans votre sens, c'est exactement ça. C'est qu'on a quand même enlevé 6 baisses de taux de la Fed. L'euro, il a perdu une figure et demie. So what ? Et je pense que ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est quand l'euro il est passé sous la parité, c'était au milieu de la crise énergétique, où on était obligé d'importer en termes de l'échange, etc. Oui, bien sûr. Du gaz à 340 euros le TTF, on est à 26 aujourd'hui. On n'est plus du tout dans la même situation. Et d'ailleurs, la balance courante européenne est redevenue la plus positive. Il faut rappeler les choses.
la balance courante de l'Europe est la plus forte, plus forte que la Chine, plus forte que les États-Unis. Donc c'est la plus élevée du reste. On a retrouvé nos excédents, oui. Et on a retrouvé nos excédents de balance courante. Et donc, on a une zone monétaire qui est quand même assez costaud de ce point de vue-là. Et ça, c'est plutôt aussi euro. Et comme par hasard, l'euro, il est repassé en dessous de la parité, il est remonté sur des indices. Donc aujourd'hui, pour qu'il passe sous la parité, parce que c'est des questions qu'on a aussi des investisseurs, il faudrait de nouveau qu'on ait un choc énergétique qui dégrade énormément la balance courante européenne. C'est possible, on est évidemment en période de guerre, donc on peut penser à tous les extrêmes, mais c'est quand même pas le scénario central de 2024-2025. Et un point qu'on n'a pas soulevé actuellement, c'est en dehors des politiques des banques centrales, qu'est-ce qui est la politique budgétaire qu'on a en Europe par rapport aux États-Unis, où c'est clairement expansionniste et ça va continuer d'y être aux États-Unis. Mais en Europe, c'est restrictif. La France et l'Allemagne, c'est restrictif. On va faire, nous, un point d'ajustement structurel budgétaire en 2025, en France, notamment. Ouais, effectivement. Je crois qu'ils ne sont pas sourds à ça non plus, à Francfort. Oui, non. À Paris. Sur le marché obligataire, comment cette situation se matérialise, François? Et le mois d'avril a été un mois marqué à nouveau par un choc de taux réel. Alors ça vient des États-Unis, ça s'est un peu propagé quand même aussi en Europe. Est-ce qu'on a atteint des limites? Je ne sais pas, sur les taux longs, 4,70 sur le 10 ans américain. Est-ce que ça paraît être une limite aujourd'hui? On a tous en tête qu'on a vu ce 10 ans américain aller à 5% en octobre dernier. Est-ce que ça peut être encore un objectif pour le marché? Alors c'est difficile de faire une prévision sur chaque point de courbe. Nous, ce qui nous plaît, c'est d'acheter des parties courtes de la courbe aux États-Unis. C'est-à-dire que quand vous achetez du 2 ans US, aujourd'hui, c'est 5% de rendement. C'est-à-dire que le marché anticipe plus grand-chose en termes de baisse de taux sur les 24 prochains mois de la part de la Fed. Et ça, la barre me paraît excessivement haute pour que la Fed puisse monter ses taux. J'ai l'impression d'acheter une sorte d'assurance, pas gratuite, mais bon marché en tout cas, en achetant ces taux à 2 ans US. Ce qui m'embête sur les taux longs, c'est justement la taille du programme d'émission américain. On voit que on émet, la semaine dernière, il y a eu 70 milliards de 5 ans. Des records, des montants records. Des tailles records. Et le nouveau programme a été révélé. Enfin voilà, ça ne fait qu'augmenter, effectivement. On ne sait pas à quelle sauce on sera mangé par la prochaine administration américaine non plus. L'année prochaine, moi je vois des scénarios qui sont assez inquiétants sur la soutenabilité de la dette américaine dans le cas où Donald Trump serait élu et dans le cas où il remplacerait une partie du board de la Fed pour avoir une banque centrale plus accommodante. Donc je préfère garder pas mal de prudence sur les parties longues de courbe, sur lesquelles on n'a pas suffisamment de visibilité. Oui, c'est vrai que quand on regarde les 5 ans dans 5 ans, ça paraît largement supérieur à ce que sont censés être les taux d'équilibre des banques centrales. Mais bon, on voit bien que les taux d'équilibre des banques centrales, on disait il y a quelque temps que c'était peut-être en territoire négatif, et puis maintenant c'est peut-être 2%. Bon, ça fluctue. Il faut prendre du recul par rapport à ça. Et on se rend compte aussi qu'il y a finalement une élasticité de la demande assez faible au taux d'intérêt. C'est pour ça que je pose la question tout à l'heure de manière un petit peu provocatrice bien sûr. Pourquoi la BCE baisserait ses taux. On voit, on est aujourd'hui, en tout cas en 2024, on est en phase d'accélération de la croissance en zone euro. C'est un peu... Et ce, avec des taux à 4, 4,5. Et ce, malgré le fait qu'on ait une politique monétaire qui soit aujourd'hui restrictive. Donc... oui, la sensibilité de l'économie au taux d'intérêt est sans doute beaucoup plus faible que beaucoup de modèles d'économistes. On l'a vu à l'inverse, quand on avait les taux à moins 0,5, que Mario Draghi essayait de faire repartir la croissance, ça ne marchait pas pour autant. Bon, on a mis les taux à 4. Mais là, il n'y a plus le sujet du décalage, de l'impact de la politique monétaire. Enfin, le gros du choc est quand même absorbé, passé, est dans l'économie aujourd'hui. Ou est-ce qu'il y a toujours l'idée qu'il y a quand même une partie du choc qui n'est pas encore révélée, matérialisée? C'est vrai que pour aller dans le sens de Jean-François, c'est les taux d'intérêt réels qui comptent, et les taux d'intérêt réels sont de plus en plus restrictifs.
négatif avec l'inflation qui diminue. Donc c'est certain qu'on a encore de la restriction monétaire à venir liée à cette baisse de l'inflation et donc cette hausse des taux réels. Néanmoins, je me pose des questions quant à la vraie sensibilité de l'économie au taux d'intérêt. On peut vraiment se poser la question de l'efficacité des banques centrales à la hausse comme à la baisse, parce que est-ce que c'est grâce à elles que l'inflation a baissé? Voilà, j'allais dire, je suis pas persuadé, même si tous les modèles de la BCE essaient de nous prouver que s'ils n'avaient pas fait ça, l'inflation aurait été inférieure et puis la supérieure, etc. Le point clé, c'est l'ancrage, ancrer les anticipations. Ça, c'est le vrai job qu'ils ont réussi. Moi, pour être provocant, je pense que eux qui ont fait baisser l'inflation. Ce qu'a fait la Banque centrale sur les taux d'intérêt a ni servi à faire, pas servi grand-chose pour lutter contre la déflation, et à part sur l'immobilier, a pas fait grand-chose pour ralentir pour l'inflation qui baisse parce qu'on avait eu un choc d'offres qui s'est normalisé, parce qu'on s'est organisé, parce que, etc. En fait, finalement, si on veut être provocant, je trouve que la politique monétaire aujourd'hui, elle est hyper efficace parce qu'elle est devenue de la politique budgétaire. Et que ce qui a été très efficace dans le policy mix aujourd'hui de la Banque centrale, c'est surtout d'avoir été acheter des actifs et d'avoir chopé 30% des dettes publiques et d'avoir fait baisser les corporates. Aidé la politique budgétaire dans son soutien à l'économie. Voilà, pour donc le dire. On a fait du refinancement à bas coût et qu'on a fait un peu. Voilà, donc je ne veux pas faire dans la nouvelle politique monétaire, c'est vraiment pas mon truc. Mais quand même, on peut penser que la politique monétaire, quand on fait le bilan depuis la crise du Covid, elle a surtout joué avec le quantitative easing, et c'est pour ça que je pense que le quantitative tightening, il ne faut pas le négliger, il faut que ça soit compensé par des baisses de taux. Ouais. Je reviens juste avec vous, François, vous disiez du 2 ans américain, là, on est très confortable et peut-être pour encore quelques temps, effectivement, de ce point de vue-là. Est-ce que côté européen, est-ce que l'idée d'aller chercher un peu plus de duration, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse aujourd'hui ? Non, toujours pas. Toujours pas non plus. Toujours pas. 2,50 sur les taux allemands. Franchement, j'entends Jean-François qui, pour moi, est optimiste en disant que les taux de la BCE baisseront entre 2 et 2,50. Ouais. Mais pourquoi est-ce que j'irais acheter du 2,50 sur le 10 ans allemand alors que j'ai zéro prime de risque par rapport à ce qui est attendu comme étant mon taux d'équilibre, et en attendant, je paye un coût de portage négatif à acheter ces taux 10 ans à 2,5 plutôt que d'être sur des échéances courtes à 4% sur le monétaire. Donc non, je ne vois pas l'intérêt encore à ce stade d'acheter des taux longs sur la zone euro. Ouais. Est-ce que la situation qu'on décrit, Andrew, vous le disiez d'un mot en ouverture, est-ce que ça reste un schéma macro favorable à la prise de risque, aux actifs risqués sur les marchés? Est-ce que le high for longer de Jérôme Powell et de la Fed, est-ce que c'est encore bon pour les actions? Est-ce qu'un 10 ans américain qui revient à plus de 4,50, est-ce que c'est encore bon pour les actions? La raison pour laquelle le 4,50 de T-Notes n'est pas si intéressant, c'est le 2,50 en Europe. Ce n'est pas très alléchant. Il faut mieux se positionner sur le parti court et chercher son risque sur les actifs risqués parce que la croissance y est. On n'est pas en surchauffe. Ça accélère à l'européen, mais c'est la tendance qui est positive et donc ça devrait porter. Ça veut dire qu'on compte sur quel moteur? C'est le momentum? On suit le momentum des actions? La consommation est quelque chose, on avait cité ça une autre fois, il y a un niveau d'épargne précautionnelle qui est exorbitant par rapport au filet de sécurité et un contexte qui est encore très favorable avec les négociations salariales qui sont encore très positives. Certes, c'était le point que le président Lagarde avait cité en fin d'année. Elle avait vu un petit fléchissement pour fin décembre. On n'a pas encore vu les chiffres, je crois, pour fin de mars. Ça devrait se poursuivre. Donc, ça serait encore à la consommation un bon soutien pour l'économie européenne. Et donc ça se traduit dans des investissements, actions, le secteur de la consommation discrétionnaire, c'est quelque chose qui vous intéresse aujourd'hui? Très large. En fait, actuellement, on n'a pas pris trop de distinctions. Oui, de biais. Pas de biais sur l'Europe. Dernièrement, on avait des positions sur les banques, on n'y est plus. Donc, on reste plutôt exposé à l'Europe, surexposé aux États-Unis et commence à prendre un petit peu de diversification par les taux parce que sur la partie court, c'est intéressant. Les spreads de crédit ne sont pas super alléchants. Il y a un portage, pas très important s'il y a un petit choc, mais on n'arrive jamais à prévoir les chocs. Il faut même aller chercher un peu pas de protection, mais un peu de sécurité optionnelle parce que néanmoins, le prime sur la volatilité obligataire, ça baisse. C'est plutôt confortant et on le revoit sur ce qui se passe sur le marché des actions. Ouais.
Donc ça, c'est une diversification qui est intéressante pour nous. Pourquoi vous avez quitté le secteur bancaire, sur les marchés, j'entends. Parce que ça ne marchait pas. En fait, en Europe? Non, c'était une question de timing. En Europe, l'idée était bonne, mais le timing était mauvais. Donc, en gestion de risque, on était... parce que les banques en Europe, c'est un super secteur quand même. Je peux dire, le lendemain qu'on avait fini avec l'opposition, ça s'est reparti. Ah oui, d'accord. Ouais. Dans ce cas-là, oui. Souvent. Bon. Mais, parce que justement, c'est un des secteurs qui fait très bien, je trouve, non, mais il y a le secteur bancaire. C'est sûr que, et surtout si on parle des banques françaises, donc... elles sont un peu en retard par rapport aux italiennes et aux espagnoles. Il y a eu un sacré rallye quand même. Il y a eu un sacré rallye sur les banques. N'en parlons pas par rapport aux banques américaines où l'écart de valorisation. Ah bah non, mais et pour le coup. Je vois que la book value de JP Morgan, ça se paye 2 fois la book value quasiment, JP Morgan. Nous, on est à 0,5, 6, 7 en Europe en moyenne. Oui, mais c'est un rallye qui a quand même bien fonctionné, le rallye bancaire. Bien sûr. Mais de toute façon, les equities européennes sont très en retard sur les equities américaines. S'il y a, on parle souvent du match value-croissance, mais s'il y a un segment de marché qui reste abordable, c'est la value européenne. C'est certain. La value américaine est finalement plus tant que ça de la value, parce qu'elle est relativement chère. Et ce qui est certain, c'est que les actions européennes détiennent aujourd'hui un potentiel. En tout cas, il y a les primes de risque qui sont encore assez attractives sur les actions européennes. Oui, pour des actions américaines, par rapport à du 2 ans américain à 5%, la prime de risque ou le rendement des actions est négatif. Et voilà, c'est ça. On n'y est plus, quoi. Ouais. Alors qu'en Europe, on garde encore cet écart et cette prime de risque. Et dans le concours de beauté des marchés, vous dites, oui, l'Europe peut réattirer quand même quelques flux de capitaux. On peut avoir une logique de flux qui se mette en place de ce point de vue-là. Je pense. Et puis n'oublions pas que nous, on a un scénario qui est de moyen terme plutôt prudent sur l'inflation, c'est-à-dire qu'on pense que les risques inflationnistes qui ont fait surface peuvent revenir à un moment ou à un autre. Et c'est clair que acheter les actions, c'est se protéger contre l'inflation. Donc il faut essayer de trouver des segments de marché où l'inflation où les actions sont plutôt bon marché. Les actions européennes offrent de la valeur aujourd'hui et c'est une façon de se protéger contre l'inflation. Ouais. Il y a un regain d'intérêt global, vous le sentez ou pas, Jean-François En tout cas, moi je partage un peu ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est paradoxal de voir que finalement les actions européennes sont... Je parle du monde développé, parce qu'il y a évidemment plein de choses à regarder sur les émergents aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Mais si on regarde le monde développé, en fait, c'est assez paradoxal de voir qu'on a une sous-valorisation extrême, rarement vue dans l'histoire récente, d'une telle différence de valorisation entre typiquement les États-Unis et l'Europe, avec évidemment des performances qui s'expliquent par les techs, qui sont avec des valorisations très très concentrées sur un certain petit nombre de valeurs américaines. Mais jamais on a vu une telle divergence, alors même qu'on vient de le dire depuis une demi-heure, que finalement, on ne sait pas trop si la Fed va baisser les taux, mais en revanche, la BCE va baisser ses taux et la croissance n'est pas si mauvaise. Donc c'est un peu paradoxal de voir des différences de valorisation qui n'ont jamais été si extrêmes, que c'est quand même assez cher finalement. Si on regarde le Schiller, si on regarde un petit peu les choses comme ça, si on regarde les bénéfices, sur un peu lissé sur un certain nombre d'années, sur le prix des actions, on voit bien quand même que les États-Unis sont beaucoup plus chers que les actions européennes. Oui, c'est topique. Alors qu'on a la surprise de croissance, elles sont en train d'un petit peu d'être là en Europe, que ça a baissé les taux avec un effet de valorisation des actions qui peut se diffuser. Donc évidemment, on a envie de nouveau de faire ce call qui est quand même un petit peu un pen trade. C'est rarement gagnant. C'est de se dire, on a envie de jouer l'Europe contre les États-Unis. Bon, on a encore envie de le jouer encore plus aujourd'hui qu'hier en Europe compte tenu des valorisations et des éléments que je viens de dire, c'est-à-dire la croissance résiste, les baisses de taux sont en train d'arriver de façon quasiment certaine en Europe, combien on peut en discuter, mais elles sont là, alors que les États-Unis, c'est pas pour tout de suite, on sait pas combien, on le saura demain, on n'en saura rien d'ailleurs demain, mais en tout cas elles sont pas du tout là, quoi. Donc attention, je trouve quand même qu'il y a pas mal d'éléments en faveur de l'Europe. Sectoriel, faut oui, bien sûr, il faut creuser, mais oui, mais en termes de valorisation, effectivement, il y a l'éléphant dans la pièce, c'est l'Europe, quoi, aujourd'hui. Je trouve. Vous êtes toujours surpondéré, vous disiez, sur le marché américain. Andrew, comment vous regardez alors ce groupe des Max 7, les 7 mercenaires, les 7 magnifiques? Est-ce qu'il y a des vulnérabilités qui apparaissent dans ce groupe de valeurs qui reste un conglomérat clé, j'ai envie de dire, pour la bonne tenue du marché américain? Je crois que la sélection devrait s'étendre un peu plus loin que les 7. On a vu dans les performances depuis le début de l'année que ça y est, ça se rééquilibre. Qui restaient positives et que d'autres étaient à la traîne.
y a un changement de contexte pour certaines sociétés. Donc, il faut aller plus loin dans l'histoire de l'IA, parce que cette histoire, qu'à les débuts, ce que j'ai compris jusqu'à là. Donc, il faut encore l'accompagner et trouver aussi les valeurs en Europe qui peuvent en profiter aussi. D'accord, mais il y a l'idée quand même d'aller au-delà des premières intentions autour des Nvidia, etc. Enfin, je veux dire, ça reste valable. On aura la publication d'Nvidia d'ici quelques semaines, mais maintenant, on attaque l'étage supérieur, enfin, en tout cas, un autre étage. Là-dedans, oui, c'est pas dans les 3 ou 4 que tout le monde peut citer aujourd'hui. Ouais. Le facteur taille, large versus small, est-ce que là aussi on peut voir des fractures se résorber dans les prochains mois? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut anticiper? Bah oui. Je crois que toujours cette si même on question. Parle de l'Europe, il faut aller encore un cran en dessus et il va aller sur les petits KPI européens. Parce que je trouve que quitte à jouer l'Europe, autant le faire sur les petites. Alors. Quand on discutait les banques régionaux américains, il y a des problèmes. Ce qui est la largesse des conditions financières, c'est que sur les larges. Sur les petits, les ménages, eux, ils sont plus en difficulté. C'est là où il y a la possibilité que la Fed doit anticiper. On le voit sur la conso, on le voit sur la confiance consommateur. Certains indicateurs régionaux, ils sont plutôt en berne. Donc, mais pour l'Europe, s'il y a un vrai value trade, oui, c'est sur les small. Et l'ensemble pointe à une petite accélération là-dessus. Quitte à jouer l'Europe, autant aller sur le segment mid and small. Oui, ça fait partie aussi de votre logique clairement, ça aujourd'hui. fait partie de notre logique. Ouais. On a une valorisation qui est attractive sur ce segment de marché. Je rebondis là-dessus parce qu'aux États-Unis, c'est vrai on a l'impression qu'il y a une économie à deux vitesses entre les grandes entreprises et les petites entreprises. L'écart entre le NFIB et donc le NFIB, c'est l'enquête auprès des petites entreprises et l'ISM qui est plutôt fait une enquête auprès des grandes entreprises. Il est au plus haut. Les grandes entreprises vont bien, les petites entreprises qui ne se financent pas forcément sur les marchés, mais qui se financent auprès de leurs banques régionales qui vont mal, ont des taux de financement qui sont plus importants. Elles se financent souvent à court terme, les grandes entreprises se financent à long terme, la courbe est inversée, donc ça donne un avantage encore aux grandes entreprises. Et on voit cette économie américaine qui est à deux vitesses aujourd'hui, entre les grosses boîtes qui prennent un poids dans le PIB de plus en plus important et les petites boîtes qui diminuent petit à petit. Et c'est un schéma qui indique qu'il vaut mieux rester dans le domaine des large caps de ce point de vue-là ou... Alors, quand on regarde cette partie de l'équation, ça donne plutôt envie de faire des large caps aux US, mais quoique, si demain la Fed vient à baisser ses taux, ça aidera plus les petites entreprises que les grandes entreprises. Mais aujourd'hui, oui, je pense qu'aux US, c'est plus favorable pour les large caps, alors qu'en zone euro, nous, on préfère les small caps. Ouais. Sur l'animation du marché, les opérations de capitaux, est-ce qu'il y a une vraie fenêtre de tir? Est-ce qu'il y a il y a eu quelques IPO un peu emblématiques qui se sont déroulés notamment sur le marché européen. J'entends. Est-ce que c'est un signe quand même d'un marché qui se revitalise? Face à ça, évidemment, il y a le drama Total Energy. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? On ne sait pas ce que fera Total. En tout cas, moi, je sais qu'il y a déjà quelques grands poids de la cote européenne qui ont décidé effectivement d'être listés uniquement sur une place américaine. C'était notamment le cas de Linde. Ça m'avait beaucoup marqué. C'était la première capitalisation du DAX 40 qui a décidé, alors parce que l'acquisition qu'ils avaient signée aux États-Unis faisait que leur bassin était naturellement plus américain, mais quand même. Donc Linde, c'est coté seulement à New York. Il y a CNH, CRH aussi, des boîtes dans le ciment, dans l'automobile, etc. Mais avec les IPO qui reviennent, est-ce qu'il y a quand même toujours l'idée que le marché européen peut permettre de soutenir des entreprises, quoi? Oui. Non, mais... Effectivement, nous on a participé à une IPO la semaine Planisware, si je dis pas de bêtises. La semaine dernière. Ça y est, oui, le retour de la tech en bourse. Tout à fait. Après, concernant Total, c'est à mon avis une posture vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de l'opinion publique, vis-à-vis de l'opinion publique française. J'ai du mal à imaginer que Total vienne à se délister de la bourse de Paris et aille se coter uniquement aux États-Unis. Ça me paraîtrait assez hors de propos. Donc c'est un coup de semonce, mais pour faire réagir. Je pense. Ouais.
J'entends. Linde, ça a été fait. Moi, ça m'avait beaucoup marqué quand même. Non, mais oui, après il y a plein de raisons. Je suis d'accord. Moi, je pense que c'est aussi un coup de pression sur plein de choses. Après, je suis pas sûr que vis-à-vis de l'opinion publique soit très gagnant de menacer de s'en aller aux États-Unis. Ça ne rendra pas forcément l'entreprise plus sympathique. Je sais pas de quelle façon ça peut s'imaginer comme ça. Après, ouais, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est vraiment un coup de semonce. Il y a aussi des problématiques un peu plus techniques. C'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on voit bien que le marché, ça explique sûrement une différence de valorisation. C'est un marché qui est beaucoup plus porté par les rachats d'actions aux États-Unis. Ça commence en Europe quand même. Ça prend du volume en Europe. On est sur des niveaux records, mais oui. on est très très loin des États-Unis où nous on a plutôt tendance à distribuer les dividendes en Europe plutôt qu'à racheter nos actions. Alors que c'est exactement l'inverse aux États-Unis. Et donc ça explique aussi qu'on ait des valorisations d'actions parce qu'il y a de moins en moins de flottants d'actions aux États-Unis. Et Total qui se fait tirer à boulet rouge à chaque fois qu'il veut racheter des actions, compte tenu de ses résultats actuels, peut-être qu'aux États-Unis ça lui permet de faire des choses qui vont évidemment soutenir son cours beaucoup plus facilement parce qu'on rachètera plus d'actions sur le modèle américain que sur le modèle européen. Je dis ça, je pense que c'est pas du tout ce qui prévaut dans la réflexion, mais en tout cas, on voit bien qu'on est dans un mode un peu de négociation. On sait que Total Energy se censure dans son allocation de capital, en tout cas vis-à-vis de ses actionnaires, parce qu'il est coté au CAC à Paris. Je pense pas, mais si on est dans une idée de se dire que c'est une approche un petit peu de com, de PR, voilà, aujourd'hui c'est assez mal vu de soutenir son cours, surtout avec les profits qui ont été faits par Total, avec la problématique ESG, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment qui ne sont pas évidentes pour les pétroliers. Bon, oui, non mais ça, oui. Bon, Total Energy, je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose, Andrew, sinon le retour des IPO, moi je trouve je trouve que c'est une conversation, comme tu as cité, entre Total et l'État, et je crois que la position de Total dans l'économie est différente en France que Linde en Allemagne. En Allemagne, on n'est pas sur le même... La même emprise, le même poids. Mais ça soulève surtout le problème de base, c'est qu'on n'a pas encore une union de capitaux en Europe. Oui. On a plein de petites bourses, on est tout en compétition. Ça n'a pas de sens à long terme. Mais Total, ils citent aussi, ils ont 50% des investisseurs, c'est américains. Bien sûr. Eux, ils ont aussi leurs attentes. Donc, il faut trouver... chemin entre ça. En même temps, c'est vrai que je pense pas que Total ait du mal à des problèmes de financement, de trouver des capitales. Donc lui, pour le coup, je pense que Total, je suis complètement d'accord avec vous. C'est vraiment, ça illustre encore une fois l'absence d'union dramatique des capitaux. Mais je pense que Total, c'est pas forcément du capital qui cherche. Le dossier des marchés de capitaux est revenu là, quand même ces derniers mois sur le devant de la scène. Il est sur la table de tous les ministres des Finances, etc. Et voilà, il y aura des rapports attachés à ces sujets-là. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Andrew Etherington, AXA IM, François Collet, DNCA et Jean-François Robin, Natixis.